Cold Case, la science face au crime. 8e épisode, vers un monde sans Cold Case. Vous l'avez entendu lors des 7 épisodes précédents, les sciences criminelles sont devenues incontournables pour résoudre des affaires non élucidées. Dans ce dernier épisode, on vous propose une immersion au sein de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Une immersion à la découverte des techniques qui permettront d'arrêter les criminels de demain. L'IRCGN se trouve à Cergy-Pontoise, en région parisienne, un site immense où se mêlent uniformes militaires et blouses blanches. Vers un monde sans cold case, un récit de Margot Steve. À l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie du fort de Rosny, ils ne sont que 6 pharmaciens, biologistes ou chimistes à étudier les empreintes génétiques. À la disposition des procureurs de la République en France, ces hommes en blouse blanche ont résolu 130 affaires l'année dernière. Dans ce laboratoire, pas de microscope ultra sophistiqué pour rechercher l'ADN, simplement des éprouvettes. Sperme, salive, cheveux ou bien sang, il existe 4 bases de départ. Pour entrer à l'IRCGN, il faut montrer patte blanche, passer d'abord les hauts grillages qui entourent le site, décliner son identité pour passer les barrières, puis trouver son chemin dans la dizaine de bâtiments répartis sur plusieurs hectares. Le maître des lieux, le général divisionnaire Gilles Martin, nous attend dans la cour d'honneur. Alors d'abord, je vous souhaite la bienvenue au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie qui est installé à Pontoise depuis 2015. Vous êtes en quelque sorte ici au sein des seins de la police judiciaire de la gendarmerie. Et finalement, le pôle judiciaire est à la lutte contre la criminalité, contre le crime, ce que le GIGN est à l'intervention, si je peux effectivement faire ce parallèle. Est-ce qu'on peut décrire cet endroit qui est immense en fait? Oui, alors c'est effectivement, le quartier Lange est à peu près de 5 hectares avec une zone protégée, une zone sécurisée qui regroupe bien sûr le pôle judiciaire avec une cour d'honneur. Vous avez en fond de tableau un bâtiment en verre qui constitue notre centre d'instruction et de formation qui sert à former l'ensemble des gendarmes de France dans le domaine de la criminalistique mais aussi de l'analyse du renseignement criminel. Et puis de part et d'autre, vous avez des bâtiments cubiques, donc un plot, un premier cube qui regroupe le service central de renseignement criminel où se trouvent des plateaux techniques, où sont situés également des fichiers, l'ensemble des fichiers que l'on parle, alors les fichiers gendarmerie mais également les fichiers que l'on administre avec la police nationale. Et puis de l'autre côté, de l'autre partie, là vous avez 3 cubes avec des laboratoires d'analyse, d'expertise. On trouve même un plateau de médecine légale. Nous avons également un atelier auto puisque nous désossons des véhicules, donc on a besoin effectivement d'avoir ce type d'équipement. Et puis on trouve également un banc de tir, puisque nous avons un département balistique qui utilise des armes à feu. Donc nous avons un mini stand de tir aussi au sein de notre entité. Donc vous voyez des laboratoires vraiment pluridisciplinaires et qui imposent aussi des normes, des contraintes sécurité, santé, environnement, parce que nous sommes véritablement une grosse entreprise d'à peu près 600 personnes. La singularité du pôle judiciaire, c'est effectivement à la fois de regrouper le triptyque analyste, enquêteur et expert scientifique, et aussi de disposer d'une véritable polyvalence, une pluridisciplinarité dans les compétences qui permet effectivement en fonction de la nature de l'enquête, en fonction de la nature des crimes, d'agréger telle ou telle capacité, telle ou telle compétence. Donc c'est vraiment une force de frappe qui permet de répondre vraiment facilement et avec agilité à l'ensemble des problèmes de la criminalité. C'est un endroit ici où la science vient au service de l'enquête. Oui, la devise de l'Institut de recherche criminelle, c'est la vérité à ses sciences. Donc effectivement, la science est véritablement au cœur de l'enquête. Et aujourd'hui, l'aspect clé, je dirais, d'une enquête, c'est effectivement la recherche de la preuve et de la preuve matérielle. La reine des preuves, c'est véritablement la science. Ce n'est plus l'aveu, comme il y avait quelques années, du temps notamment du commissaire Maigret. Laquelle de vous deux, cette nuit, a tué une femme rue Jarente? Laquelle de vous deux a commis un crime pareil au sien en espérant le sauver? Laquelle? Celle-là, cette nuit, a surpassé l'autre. Je ferai n'importe quoi pour mon fils. En tout cas, elle a joué sa tête. Lui, Morin, il sauvera la sienne, on le mettra dans un asile avec un petit lit pour lui tout seul, ses petits jouets, il sera ravi. Mais depuis 4 mois, Paris a peur, et les jurés ne pardonneront pas ça. C'est la femme qui paiera.
C'est vous? Ça m'est égal ce qu'il a fait. C'est vous? Je me moque pas mal de sa garde. Dites-le, le règlement fou, dites-le, c'est vous? Oui, C'est vous, hein? c'est moi, j'ai tué. C'est mon enfant, j'avais le droit, tous les droits. Le commissaire Maigret, son impair, sa pipe et son chapeau, l'image est en effet très loin des experts en blouse blanche qui passent devant nous, ici à Pontoise. Mais pas si loin de ce à quoi ressemblait l'enquête criminelle quand l'ancêtre de l'IRCGN a été créé à la fin des années 80. À l'époque, une affaire occupe tous les esprits, un dossier qui deviendra l'emblème par excellence des cold cases. Il a été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Il avait les poignets liés et une cordelette autour du cou. Le petit Grégory, 4 ans, a été assassiné et le meurtrier a téléphoné à la famille après avoir accompli son geste horrible. La création de cette unité fait suite effectivement à la triste affaire Grégory, qui en 1984 avait démontré la nécessité vraiment de rentrer dans un processus de professionnalisation de la preuve matérielle. Cette affaire, elle est malheureusement emblématique d'un certain nombre de carences. Depuis le départ, je dirais, de la découverte de l'enfant dans la Vologne, jusqu'au traitement des différents scellés qui se poursuivent d'ailleurs encore avec les progrès de la science, puisqu'on n'a pas perdu, je dirais, l'espoir d'obtenir des preuves matérielles sur cette affaire grâce aux progrès de la science. Ça a été véritablement un électrochoc, une prise de conscience pour, je vous dis, la professionnalisation et le développement des sciences forensiques. D'où la nécessité pour la gendarmerie, effectivement, de changer de braquet, de changer de logiciel dans ce domaine et de s'inscrire dans une dynamique vraiment cartésienne, scientifique, donc avec la création par les pionniers, je pense notamment au général Serge Caillé, qui s'est lancé dans cette belle aventure avec la création de l'Institut de recherche criminelle autour des années 87-90. Ça a été véritablement un essor qui aujourd'hui nous donne un recul d'un peu plus de 30 ans et assure vraiment une légitimité, une crédibilité de ce pôle judiciaire. Depuis l'affaire Grégory aujourd'hui, tout a changé en termes de traitement des preuves, des décellés, de la façon dont on enquête sur une affaire. Tout a changé. Pour vous, on est dans un monde complètement différent. Les fondamentaux de l'enquête n'ont pas changé. Ce qui a changé, ce sont les possibilités offertes par la science. On trouve deux aspects vraiment importants. C'est notamment la sensibilité. Alors qu'auparavant, il nous fallait une tache de sang de la taille d'une pièce de 2 € pour extraire de l'ADN. Aujourd'hui, on est capable d'extraire de l'ADN à partir d'une tête d'épingle, voire même d'un seul noyau de cellules. Donc c'est vous dire les progrès qui ont été faits. L'autre aspect important, c'est la numérisation, c'est-à-dire la capacité de données, de capteurs qu'on peut avoir sur une scène de crime et qu'il nous faut traiter. Donc avec la nécessité aussi de disposer d'outils, parce que la capacité humaine fait qu'on a des tâches limitées. Donc avec de plus en plus, nous utilisons l'intelligence artificielle. Je prends par exemple l'utilisation de nos radars de sol, qui vont essayer effectivement de détecter la présence d'un corps enterré. On réussit à obtenir une multitude de données numériques. Et la difficulté, c'est effectivement d'analyser, de traiter ces données numériques pour être capable justement d'identifier de façon très précise, avec une grande sensibilité, les couches géologiques du terrain qui vont nous permettre effectivement de découvrir un corps qui est enfoui dans le terrain. C'est vraiment ces deux aspects, avec aussi un autre aspect, c'est la course contre le temps, puisque vous savez que l'enquête, c'est la déperdition des traces, la déperdition des preuves, et donc c'est une véritable course contre la montre pour essayer le plus rapidement possible d'identifier des preuves, et surtout de fermer les portes et de véritablement se concentrer sur la bonne piste, je dirais, en matière criminelle. Trouver les traces, ne passer à côté d'aucun indice, c'est le socle de l'enquête criminelle, ce qui va déterminer ensuite la qualité du travail des enquêteurs. Dans l'affaire Grégory, les gendarmes, les journalistes, les curieux ont balayé, souillé et dénaturé la scène de ce crime qui, 30 ans après, n'a toujours pas été résolu. Et c'est encore aujourd'hui ce qui obsède le colonel Michael de Miras. Il est spécialiste dans ce que l'on appelle la modélisation de la scène de crime. C'est l'une des révolutions de ces dernières années. On le retrouve dans son bureau, entouré d'ordinateurs, de drones et de caméras. Vous êtes ici dans la salle des experts en ingénierie de la scène de crime, qui sont 5 au total, et qui mettent en œuvre en tout temps et en tout lieu une pluralité de moyens qui permettent, de fixer, de figer une scène de crime ou d'accident, qu'on appelle le gel des lieux numériques, et de détecter ou déceler toute trace ou indice qui aurait été dissimulé. Moi, j'aime beaucoup cette devise qu'il y a sur le cadran solaire du palais de justice de Paris. Ora fugit, stat jus, le temps passe, la justice demeure.
Le point clé de la prise en compte d'une scène de crime, c'est d'agir très vite. On joue contre les effets de la flèche du temps qui est dépérissement des preuves et évanescence des traces. Donc ça, il faut agir le plus vite possible. C'est pour ça que cette équipe d'ingénieurs de scène de crime intervient au plus vite sur la scène. Et c'est pour ça qu'ils sont projetés généralement les premiers, avec les experts des autres domaines, pour venir fixer, figer, réaliser ce qu'on appelle le jumeau numérique de la scène de crime. Alors, jumeau numérique, c'est intéressant comme terme parce qu'on peut se référer par exemple au jumeau Castor et Pollux. On a Castor qui est mortel, Pollux qui est immortel. Donc là, on a la scène réelle qui peut être modifiée avec le temps et cette scène numérique qui, elle, pourrait être exploitée ad vitam, quasiment. On est sur une scène de crime qui va reproduire à l'identique l'état dans lequel on l'a trouvé au moment où on est venu fixer. D'où l'intérêt de venir en faire un gel des lieux très rapidement, c'est de minimiser ce temps et donc la dégradation, la déperdition, le dépérissement des traces ou des indices qui s'y trouvent. Avec leur équipement, les experts peuvent donc, depuis plusieurs années, modéliser en 3 dimensions une scène de crime. Sauf que jusqu'ici, ces images, on ne pouvait les voir que sur un écran d'ordinateur, une vision aplatie en 2 dimensions qui limitait le travail des experts. Mais depuis quelques mois, les équipes de l'IRCGN travaillent avec la réalité virtuelle pour permettre de s'immerger complètement dans la scène de crime. Michael Demiras a accepté de nous faire tester le tout dernier prototype de cette technologie. Elle n'est encore jamais sortie des laboratoires de la gendarmerie. Là, vous êtes dans le bureau des ingénieurs en traitement du signal. Ils sont 2 et ils mettent en œuvre vraiment toutes les techniques qui permettent de traiter l'image, d'exploiter l'image en vue de la rendre vraiment la plus optimale pour un traitement criminel. On va dans quel type de scène de crime? C'est une scène d'exercice, c'est celle qui nous sert pour la formation des experts. Donc qu'on maîtrise parfaitement et sur lesquels on y a ajouté des éléments. Vous allez voir ça, c'est assez bluffant. T'as le fichier de Zoé Lévy? Ouais, ça charge. Tu fais gaffe, c'est du matos tout neuf. Tout ce fric dépensé dans la verre, sans déconner. Retour au début. N plus Z. Ah bah voilà. Donc là, normalement, oui, vous pouvez peut-être prendre des choses ou actionner les choses. Pour prendre les choses, ça sera ces boutons-là. Donc vous visez ce que vous voulez prendre. Préhension, c'est là. Dans la main, c'est pareil. Vous verrez, vous aurez un laser, vous le visez, vous le tenez. Zone B. Vous les verrez les manettes dans le... Okay. Ce bouton-là, ça sera pour actionner. Si vous avez des actions à faire, des boutons, vous appuyez sur cela. Et juste pour te téléporter, c'est plus important, ça sera ce bouton-là. Vous le poussez, vous allez avoir un rayon laser. Zone C. On est donc dans le petit bureau des experts avec un espace libre au centre pour pouvoir se déplacer. Il faut d'abord mettre le casque de réalité virtuelle sur la tête, prendre les 2 manettes. On se retrouve alors immergé dans une scène de crime. Oui, donc on a un salon, une télé, une table basse, un petit fauteuil. Voilà, donc là vous avez vraiment la scène qui nous sert à la formation dans sa globalité, qui a été scannée. Ouais. Vous pouvez vous déplacer ou baisser pour voir tous les éléments de cette scène-là, dans sa globalité. Donc là, il y a une échelle 0,1. Donc là, par exemple, je suis dans la chambre avec un bureau, un ordinateur, un lit et ce qui ressemble à un corps. Un corps, voilà. Un corps d'homme. Zone A. Dirigez-vous vers le lit. Là, je marche vers le lit, ouais. À gauche de la victime, sur le lit. Il doit y avoir un élément qui vous indique qu'il y a... Il y a un scellé. Qui est un scellé, voilà. Ouais, exactement. Donc vous pouvez le sélectionner, le scellé, avec l'index. Ah, retournez-vous. Vous verrez près du lit, vraiment, normalement, il y a, un élément balistique. Ah oui, il y a une arme, enfin, il y a un petit logo d'arme. Voilà. Alors maintenant, sélectionnez l'arme. Il faut bien la viser. Ouais. Sélectionnez. Elle est verte, ouais. Est-ce que vous voyez une trajectoire balistique? Oui, alors là, il y a, donc, à partir du petit logo du pistolet qui se trouve sur la tête du corps, on a un faisceau jaune qui part sur la gauche et qui indique en fait la trajectoire de la balle. Voilà. Donc l'arme représente la présence d'un indice balistique. Et ensuite, une fois que vous avez cliqué dessus, on illustre la trajectoire balistique qui était intégrée dans le modèle 3D. C'est-à-dire qu'en fait, le faisceau jaune indique là d'où est venue la balle jusqu'à l'impact dans la tête. C'est ça, c'est la trajectoire balistique qui a été calculée, inférée par le département balistique. Et donc, ce qui est assez impressionnant, en fait, c'est qu'on se rend compte, et c'est aussi la modélisation comme ça virtuelle qui permet de le dire, on se rend compte que cette balle, la trajectoire, elle va jusqu'à une toute petite fenêtre. On visualise bien le fait que la balle a pu arriver de l'extérieur par cette fenêtre jusqu'à la tête de la victime. Ça fait tourner un peu la tête quand même. Donc, toutes ces informations-là, sur une scène réelle, elles vont apparaître dans la scène de crime.
numérique. Oui. Et donc ça permet en plus de les situer dans l'espace. Donc là par exemple j'ai cliqué sur les traces de sang qu'il y avait sur le frigo et il est apparu une photo en zoom de ces traces de sang qu'on voit beaucoup plus précisément, qui sont des longues traces de traînées de sang sur le frigo. C'est pour ça que l'incorporation des données de criminalistique et d'enquête, je vous laisse imaginer ce qu'on est capable de faire sur des cas non élucidés, où au lieu d'être derrière son bureau à lire 300 pages de procédure, on s'immerge dans la scène et au fil de son parcours dans la scène, on peut visualiser, voir quels sont les scellés qui ont été faits, les différentes pièces de procédure qui y sont afférentes et prendre connaissance de toutes ces informations dans la scène. Et ça sert en fait aux enquêteurs? Alors ça sert à plusieurs titres. Quand plusieurs experts, par exemple, veulent confronter leurs hypothèses, en imaginant qu'on puisse s'immerger à plusieurs, on peut venir discuter de ces hypothèses, confronter ces hypothèses dans ce in situ numérique de la scène, vraiment en travaillant dans la scène et avec les éléments de la scène. Une autre application possible est celle de la cour d'assises, ou un jury d'assises, quand on lui explique ce que c'est que la scène, il ne comprend pas très bien. Si on lui montre une vidéo, ce n'est pas non plus très parlant, des images encore moins. En revanche, si toute la cour est capable de s'immerger dans la scène et que l'expert est capable de faire sa démonstration de ses hypothèses en réalité virtuelle, ça change complètement la donne. Évidemment, l'expert sera toujours tenu d'expliquer ce qu'il a fait, son travail, mais il pourra l'illustrer directement et on sera capable de faire une reconstitution, c'est aussi la force, de faire une reconstitution dans ce modèle de ce qui s'est passé ou de ce qui a pu se passer. Donc on peut aussi se projeter dans ce qu'on sera capable de faire aussi à plus long terme. Ce sera d'y ajouter des informations, de les modifier, de faire avec des moteurs physiques, de faire en sorte qu'on soit dans une scène où on a aussi des sensations physiques. C'est-à-dire, par exemple d'avoir des objets qu'on peut pousser, avec la force nécessaire pour pousser tel type d'objet, pour faire une véritable reconstitution, au sens propre du terme, où on est dans une scène et on demande à la personne qui est mise en cause de reproduire ce qu'elle a fait, de déplacer les objets, de reproduire tous les agissements qui sont produits le jour des faits. Quel intérêt ça peut avoir de le faire dans une scène numérique plutôt que dans une scène réelle? Alors c'est une question de temps évidemment et de coût. Si on est capable de ramener la scène à la cour, c'est quand même plus simple que de déplacer toute la cour sur une scène de crime. C'est la technique de demain. C'est la technique de demain. L'idée, c'est que ce type d'outil demain fasse qu'il n'y ait plus de cas non élucidés. Un espoir que Michael Demiras touche du doigt puisque cette technique de réalité virtuelle pourra selon lui être mise à disposition des enquêteurs d'ici seulement quelques mois, le temps de faire les derniers réglages. T'as déjà scanné le dossier 4534 de 98, celui de Mélanie? Non. En fait, on numérise en priorité les enquêtes criminelles encore ouvertes, donc je sais pas... Mais une fois que l'on pourra s'immerger dans les scènes de crime, les revoir 15 ans après comme si on y était, encore faut-il pouvoir analyser les preuves qui s'y trouvent, et notamment l'ADN. On l'a beaucoup appelé la reine des preuves, mais l'ADN reste une matière fragile qui résiste mal au temps. Alors comment la faire parler dans des affaires parfois vieilles de plusieurs décennies? Ça, c'est le travail du colonel Sylvain Hubac. Il est le chef de la division génétique de l'IRCGN qui réalise chaque année 200 000 analyses ADN. Je suis généticien, j'ai un doctorat de biologie moléculaire et de génétique humaine. Donc ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années que je pratique l'expertise judiciaire dans le domaine des empreintes génétiques. Donc pour les affaires non élucidées, un des premiers obstacles, c'est de pouvoir retrouver les scellés judiciaires et de savoir s'ils ont été préservés dans de bonnes conditions, prélevés aussi dans de bonnes conditions et préservés dans de bonnes conditions. Quand je dis prélevés dans de bonnes conditions, c'est qu'il y a peut-être une vingtaine, trentaine d'années, disons une trentaine d'années, la criminalistique n'était pas aussi démocratisée qu'aujourd'hui, et donc les premiers intervenants sur une scène de crime, qui peuvent être les secours, qui peuvent être aussi d'autres personnes que des spécialistes de la scène de crime, ont pu polluer cette scène involontairement avec leur propre ADN par exemple, ou manipuler aussi des objets. Les enquêteurs aussi, moins aguerris, moins avertis sur ces thématiques-là, auraient pu mal manipuler ou ne pas se protéger en allant sur la scène de crime. Et donc tout ceci peut créer de la présence d'ADN sur les objets prélevés ou sur les traces prélevées, mais qui est totalement étrangère aux faits criminels. Et donc c'est de l'ADN qui ne sert pas vraiment à grand-chose, et même qui peut être très perturbateur dans les exploitations qu'on peut en faire.
70 ans après la découverte de l'ADN par 2 chercheurs anglo-saxons, les techniques n'ont jamais cessé d'évoluer. Il y a eu des progrès phénoménaux qui ont eu lieu, vraiment des bons technologiques qu'on a pu utiliser aussi au profit de la criminalistique pour gagner en rapidité d'analyse, gagner en sensibilité. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu vraiment une transformation technologique majeure dans la génétique et puis qu'on est toujours dans cette phase ascendante où ce qu'on fait aujourd'hui sera obsolète dans peut-être 4-5 ans. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans la biologie, c'est que régulièrement les techniques évoluent et donc on peut apporter des réponses aujourd'hui qu'on ne pouvait pas apporter hier. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans les affaires non élucidées. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à partir d'un même objet qu'on avait analysé peut-être il y a 30 ans, on n'était pas en mesure d'exploiter un ADN, alors qu'aujourd'hui, à partir de cette même quantité d'ADN qu'il y avait il y a 30 ans, eh bien on est en mesure de l'exploiter et de le faire parler, entre guillemets. Est-ce que les nouvelles techniques aujourd'hui permettent d'analyser à peu près n'importe quelle trace ADN ? Les techniques d'aujourd'hui permettent d'analyser de l'ADN qui est en mauvaise qualité. Donc un ADN qui est en mauvaise qualité, c'est un ADN qui est coupé en petits morceaux et les technologies de routine qu'on utilise nécessitent à ce que cet ADN peut être coupé en morceaux mais pas en tout petits morceaux. Et lorsqu'il est coupé en tout petits morceaux, donc très dégradés, les nouvelles technologies de séquençage, d'analyse d'ADN permettent de cibler ces toutes petites régions même si elles ont été découpées et de recomposer finalement une information très pertinente et presque quasi complète. En tout cas suffisamment discriminante pour pouvoir être utile à l'identification d'un individu. Donc nous, on traite par exemple plus d'une centaine de dossiers d'ossements par an environ. Et alors, il y en a qui sont plus médiatiques que d'autres. Effectivement, dernièrement, nous avons travaillé sur une affaire qui n'est pas encore jugée, donc je ne vais pas m'étendre sur le dossier là, mais c'est une dame qui avait disparu il y a plus d'une trentaine d'années, et pour lesquelles on a retrouvé un fragment d'ossement pouvant lui appartenir, et l'ADN a permis de pouvoir formellement identifier cette personne-là. Cette affaire, c'est l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti qui avait disparu en 1986 en Isère et dont on a retrouvé en effet un morceau de crâne l'an dernier. Le fait de l'avoir identifié va évidemment permettre de faire considérablement avancer l'enquête. Ces techniques aussi scientifiques qui permettent là, par exemple, d'offrir à sa famille la possibilité d'un procès, c'est aussi ça le travail de l'ADN et le travail que vous faites au quotidien. Alors, ce n'est pas uniquement le travail de l'ADN, c'est le travail de tous les experts de l'IRCGN, quel que soit le domaine d'application, qui œuvrent au profit de la justice pour amener des éléments techniques et les plus probants possibles pour que les enquêteurs et les magistrats, et donc plus largement la justice, puissent, eux, établir la vérité la plus probable, on va dire. C'est quoi la dernière révolution qu'il y a eu dans le domaine de l'ADN, la plus récente, qui fait avancer, qui fait changer les choses? Ce qui, pour moi, là, actuellement, change beaucoup la donne, alors ce n'est pas des exemples français, je suis désolé, mais ce sont plutôt des exemples aux États-Unis. Alors nous, en France, on avait pu mettre en place des techniques innovantes, notamment pour l'affaire Kulik, pour faire de la parentalité dans la base de données génétique, où là, on va aller chercher non pas l'individu qui est à l'origine de la trace parce qu'il n'y est pas dedans, sinon on l'aurait trouvé, mais plutôt un parent ou un enfant, donc un ascendant ou un descendant direct, qui permettait de faire une recherche, on va dire, au premier degré de parenté. Là, ce qui se développe aux États-Unis notamment, c'est la généalogie génétique. Et cette généalogie génétique repose essentiellement sur une base de données d'ordre privé qui a été constituée par des gens qui ont fait des tests ADN récréatifs pour savoir leurs origines, pour savoir s'ils avaient de la famille qu'ils ne connaissaient pas, etc. Bon, toute cette pratique-là n'est pas autorisée en France. En tous les cas, elle l'est aux États-Unis. Et cette généalogie génétique associée aux techniques de séquençage vraiment de dernière génération permettent de faire des rapprochements familiaux, non pas simplement à un ascendant ou un descendant direct, ce qu'on peut faire dans le FNEG, mais à une 5e degré, 5e ou 6e degré. Donc, c'est-à-dire les cousins germains de cousins germains. Donc il faut considérer que par exemple, un individu qui est dans la base de données peut donner finalement génétiquement des orientations sur peut-être 40 ou 50 personnes qui sont de sa famille, vous voyez. Donc si je caricature, grossis le trait un petit peu, ils ont accès à peu près à 3 millions d'individus et par rapport à la puissance de rapprochement que peuvent avoir ces nouvelles technologies de séquençage, ils sont
quasiment en mesure, avec juste ces 3 millions d'individus, de pouvoir identifier n'importe quel Américain sur le sol américain. Donc voilà un peu la puissance qu'il y a sur ces technologies. C'est vraiment la thématique du moment et il solutionne un nombre incroyable de cold cases avec ces affaires-là, à la fois de traces ADN sur des scènes de crime qui étaient non résolues, mais aussi de personnes décédées non identifiées qu'ils arrivent à identifier par des rapprochements très éloignés. Donc je me dis que transposer en France avec notre cadre, notre histoire, notre cadre législatif vraiment très rigoureux, eh bien, ça permettrait de ne pas avoir une atteinte sur les libertés individuelles des personnes, tout en permettant aussi à la justice de faire son travail et aux familles de pouvoir identifier leurs proches. Malgré ces découvertes qui font tous les jours avancer les sciences criminelles, certains domaines restent obscurs pour les experts. C'est le cas notamment des morts par noyade, encore très difficile à analyser. Mais une discipline émerge peu à peu, c'est ce que l'on appelle l'analyse de diatomées. Dans son laboratoire dédié aux expertises en milieu aquatique, l'adjudant-chef Anne Tiefenbode nous les montre sur son écran. On va donc au labo. Oui, en effet, au laboratoire faune-flore forensique. Alors, une diatomée, c'est une microalgue, c'est du phytoplancton, qu'on retrouve dans tous les milieux aquatiques naturels, que ce soit eau douce ou eau de mer. Donc une diatomée, elle a ses spécificités, comme vous en voyez à l'écran. Hein. Là, vous avez énormément de petites, des très grosses, comme ici. On en voit des toutes petites, plus rondes. En fin de compte, une diatomée, elle a cette spécificité d'avoir un squelette, c'est une microalgue qui a un squelette en silice. Donc c'est une matière qui peut résister à tout, aussi bien à la putréfaction qu'aux acides et qui résiste dans le temps. Donc l'avantage de cette diatomée, c'est qu'on l'utilise nous en criminalistique, elle nous sert comme bioindicateur dans le cadre de diagnostic de noyade. En fin de compte, ça nous permet de savoir si la personne, quand on découvre un corps dans un milieu aquatique, savoir si la personne s'est noyée, ou si c'est un corps inerte qui a été jeté à l'eau. Tué avant, puis jeté à l'eau. Potentiellement, oui, en effet. Où est-ce qu'elles se retrouvent dans le corps humain, ces diatomées? Alors, lors d'une noyade, la personne, en se noyant, va inhaler de l'eau. Donc, l'eau du milieu va rentrer dans les poumons. Il va y avoir une rupture au niveau des alvéoles pulmonaires. Et en fin de compte, cette eau qui est chargée en diatomées va rentrer dans la circulation sanguine. Comme la personne est en train de se noyer, il y a des battements cardiaques. Et en fin de compte, la circulation sanguine va faire que les diatomées vont être disséminées dans les organes. Donc au risque d'en trouver, on peut même en retrouver jusqu'à dans la moelle osseuse fémorale. Alors le diagnostic de noyade est compliqué. Et il faut bien penser au fait que plus le corps va rester longtemps dans l'eau, plus ça va être compliqué pour le médecin légiste d'identifier des signes particuliers des causes de noyade. Donc à ce moment-là, il va falloir trouver, c'est pour ça qu'on utilise ces bioindicateurs, pour justement donner une indication de signes qui ne seraient plus visibles pour le médecin légiste parce qu'altérés par le séjour dans l'eau ou par le temps qui passe. Nous, à notre niveau, à l'IRCGN, en l'espace de 5 ans, on a triplé le nombre d'affaires. Donc on est arrivé à un stade où nous traitons un peu moins de 200 affaires par an. Et c'est vrai que c'est exponentiel, pour la simple et bonne raison qu'on rend des dossiers de plus en plus rapidement. Parce qu'on a la chance d'avoir au fur et à mesure l'intelligence artificielle qui vient en renfort de l'œil de l'expert. Mais déjà, comme nous rendons des rapports plus rapidement, il n'y a plus souci de délai et d'attente d'une expertise. Donc c'est vrai que c'est devenu un examen de routine, comme serait la toxicologie médico-légale dans l'enquête. C'était une discipline qui existait, mais de manière anecdotique. Maintenant, c'est devenu une discipline de routine pour les cas contemporains. Mais on travaille aussi sur des cold cases où, en fin de compte, c'est des analyses qui n'ont pas été réalisées il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et maintenant, on va retravailler sur soit des prélèvements qui ont été réalisés à l'époque, mais qui n'ont jamais été analysés en diatomée, ça nous arrive très souvent. Ou alors, c'est-à-dire qu'on va être obligé de, quand il n'y a vraiment pas d'autre solution et qu'on ne sait pas de quoi est décédée la personne, il y a quelquefois des exhumations qui sont faites pour qu'on recherche dans les ossements la présence ou pas de diatomée. On ne vous donnera pas le nom de l'auteur, par contre on vous expliquera les circonstances peut-être dans lesquelles la personne est décédée, chose qui n'était pas le cas il y a peut-être 15 ans, on ne pouvait pas vous expliquer. Il n'y avait rien qui indiquait comment la personne était décédée, elle avait été découverte dans un milieu aquatique. Et maintenant, on pourra vous dire si la personne, il y a eu noyade ou absence de noyade. Grégory est-il mort noyé dans la Vologne ou était-il déjà mort lorsqu'on l'a jeté à l'eau? Diverses analyses, notamment sur les lettres du corbeau, sont actuellement en cours.
les analyses de la dernière chance. En 1984, les enquêteurs en charge de l'affaire Grégory piétinent. L'autopsie du corps de l'enfant retrouvé dans les eaux de la Vologne n'a jusqu'ici jamais permis de répondre aux nombreuses questions qui se sont posées sur son décès. Dans les années 80, on ne parlait pas de diatomée en criminalistique. Les diatomées existaient, elles ont toujours existé, c'est du phytoplancton. Mais on ne l'utilisait pas en criminalistique. Ce qui aurait pu être déterminé à ce moment-là, c'est de savoir si, en fin de compte, l'enfant était déjà décédé avant son immersion dans la Vologne. Si on se projette vraiment plus loin, on pourrait un jour envisager de faire de l'ADN environnemental. Et donc on pourrait directement essayer de prélever de l'ADN et voir si on arrive à relier à des endroits particuliers avec des espèces particulières. Mais c'est vraiment... Là, il faut se projeter sur les 20 prochaines années. On pourrait même peut-être déterminer avec de l'ADN et avec les diatomées, avec un biofilm sur le corps, la durée d'immersion. Combien de temps un corps a pu passer dans l'eau? Voilà. Ça changerait beaucoup de choses. Eh ben, ça changerait aussi beaucoup de choses pour l'enquête. Parce que automatiquement, si on dit qu'un corps a séjourné 2 mois dans l'eau, vous savez que la personne est au moins disparue depuis plus de 2 mois. Et quand on ne connaît pas et qu'on n'arrive pas à l'identifier, ça permet déjà de cibler. Si on arrivait un jour à pouvoir cibler le lieu d'immersion et le temps d'immersion, ce serait un gros progrès scientifique. Pour vous, en tant qu'experte, avec les progrès scientifiques, avec la science, on peut imaginer un jour un monde sans affaires non élucidées? On l'espère tous. On l'espère pour les victimes, pour nous. La science ne répond pas à toutes les problématiques. Même si, après, est-ce qu'on aurait présenté ça à Bertillon il y a quelques dizaines d'années? Est-ce qu'il aurait cru qu'on en serait là aujourd'hui? C'est pas dit. Ou Locard. Les inventeurs de la criminalistique. Je pense qu'ils nous verraient aujourd'hui. Ils se diraient, on peut tout résoudre. Mais non, on ne peut pas encore tout résoudre. Donc je pense qu'on aura encore d'autres problématiques à résoudre à ce moment-là. C'était Cold Case, la science face au crime. Un podcast original France Info. 8e épisode, Vers un monde sans Cold Case. Un récit de Margot Steve. Réalisation Vanessa Nadjar. Coordination Pauline Pénanec. Prise de son, Mickaël Simon. Mixage, Jean-Raphaël Pont. Archives, Denis Forget.